Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Observe Actu TV dans un contexte où l'information joue un rôle central dans nos démocraties. De nombreuses voix s'interrogent sur la concentration des médias, leur indépendance et leur influence sur l'opinion publique. Entre enjeux économiques, lignes éditoriales et responsabilités journalistiques, une question se pose. L'information est-elle encore un contre-pouvoir? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui notre camarade Kamel Abina. Bonjour Kamel et merci infiniment d'être avec nous. Bonjour et merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. Kamel, comment décrire aujourd'hui l'état du paysage médiatique, notamment en France? Parle-t-on selon toi d'une concentration inquiétante des médias? Oui, la question des médias en France se pose avec acuité parce qu'on a un souci en termes de gestion de la communication, gestion de la parole publique, gestion de la politique en général, parce que les médias, effectivement, qu'on appelle des médias privés, en réalité, qui ont été achetés par des milliardaires, il y a une dizaine de milliardaires qui aujourd'hui possèdent les médias en France, ont un prisme politique qui est très particulièrement orienté à l'extrême droite ou à la droite dure. Le plus évident, on en parle beaucoup malheureusement et de trop à mon sens, c'est la chaîne CNews, Bolloré, donc il y a eu déjà des problèmes avec la justice d'ailleurs par rapport au traitement de l'information, où l'Arcom a souvent été saisi pour dénoncer le comportement d'une discussion, de discours unipolaires où tout le monde dit la même chose sur les plateaux, où il n'y a pas effectivement de contradictoire, où il n'y a pas de pluralité des échanges et des débats, où il y a une orientation clairement affichée presque raciste et islamophobe, on le sait. Donc la problématique se pose, c'est quoi? C'est de dire comment se fait-il aujourd'hui qu'on ait autorisé ce genre de choses, ce genre de dérives de milliardaires qui ont le contrôle de l'information, d'une partie de l'information. Et on l'a observé il y a très longtemps. Ça avait commencé à l'époque avec Hachette Filipacci, avec des groupes Lagardère, avec tout un tas de grands groupes de presse, de grands industriels plutôt et d'hommes d'affaires qui ont fait main basse sur la presse, qui ont pris possession des organes de presse écrites pour commencer, et puis par la suite télévision radio. Donc là, on voit bien qu'avec Bolloré, par exemple, il y a quand même une grosse audience avec la chaîne d'information. D'ailleurs, il faut rappeler qu'elle est en chute libre actuellement. Elle a beaucoup reculé parce qu'elle a perdu beaucoup de sa superbe. Les moments d'extrémisme sont liés à une montée en puissance de l'extrême droite. Là, il y a un recul de l'extrême droite, on l'a observé. En dépit des derniers résultats, on a l'impression qu'ils sont en forte hausse, mais ce n'est pas vrai. Et donc, à partir du moment où il y a un recul d'extrême droite, on se rend bien compte que les médias Bolloré et les médias orientés comme BFM, qui étaient tenus par un radical aussi extrémiste, un radical milliardaire homme d'affaires plutôt, il n'était pas milliardaire, mais homme d'affaires, Drahi, avait une orientation clairement anti-maghrébine, anti-arabe, anti-musulmane. Donc tout ça, ça pose des questions, mais il y a un historique ancien, un historique qui va puiser ses sources dans la période la plus violente de l'histoire du XXe siècle, qui est le nazisme. On a un homme, ça a été très bien documenté par des historiens, je ne donne pas tous les noms, il y en a beaucoup qui en parlent, un homme qui s'appelait Alfred Hugenberg. Et donc cet homme avait lui aussi compris l'importance, à l'époque c'était pas la télévision, ce qu'il n'avait pas encore, des médias d'information. Donc les principaux médias d'information c'était le cinéma, parce que dans les cinémas, dans le monde entier d'ailleurs, mais en Allemagne en particulier, eh bien vous avez ce qu'on appelait le journal qui était présenté avant les films. Donc c'est une forme de début de télévision au niveau de l'image, où vous pouviez diffuser l'information. Et il a compris qu'il fallait acheter d'abord les principaux organes de diffusion de l'information, donc évidemment l'information par le cinéma, mais pas seulement, la UFA par exemple, qui était le groupe qui s'occupait de la diffusion de films, mais aussi les points presse. Donc le réseau de distribution, on le voit d'ailleurs avec Bolloré qui a acheté Hachette aujourd'hui, qui a acheté le relais, les fameux relais, qui étaient relais H à l'époque, qui appartenaient à Hachette Filipacci. Donc c'est lui qui les tient. Donc la diffusion de la littérature, des points de presse, l'alimentation de cette information. Alors c'est quoi l'alimentation? Eh bien c'est les organes, le principal organe qui alimente, que sont on l'a ici en France avec l'agence France Presse, que sont les agences de presse. Et donc, Alfred Hugenberg a acheté une agence de presse allemande, la plus importante, et l'agence de presse allemande donne l'information aux organes de presse que sont les journaux. Quand vous avez la source d'information, que vous avez les canaux de diffusion et que vous avez les journaux qui les diffusent, vous vous retrouvez dans un système extrêmement orienté, ce qui expliquait la remontée en puissance, pour partir, du phénomène d'extrême droite et du nazisme en Allemagne. Eh bien, Bolloré, quelque part, reprend un peu la même thématique en copiant, non pas directement Alfred Hugenberg, même si c'est le même modèle économique, mais en copiant plutôt l'équivalent aux États-Unis d'un homme qui a un point d'information important qui s'appelle Fox News.
Donc c'est Rupert Murdoch, qui est un extrémiste aussi de droite, qui est vraiment la chaîne de son maître, en l'occurrence, donc il tient effectivement quelques chaînes de télévision importantes, et il tient Fox News. Alors Fox News, on peut l'appeler fake news, c'est une des principales sources d'informations américaines orientées anti-musulmanes, anti-arabes, anti-sud en général global. Et Fox News est devenu un véritable modèle pour Bolloré, qui a créé sa chaîne d'ailleurs en l'appelant, c'est amusant pour un breton, CNews. Donc on voit bien que le rapport entre Fox News et CNews. Et donc Bolloré, trouvant ce modèle formidable, a voulu le copier. Alors ça a bien fonctionné pendant quelques années. Ils avaient des stars, ils avaient Mordini, d'ailleurs dans lequel je participais dans des débats orientés, j'étais seul contre 4 en général. Ils avaient effectivement des Sonia Mabrouk, un peu la caution maghrébine pour donner l'impression qu'ils ne sont pas racistes. Ils avaient quelques personnes qui ont été recrutées parce qu'en difficulté économique chronique, comme une femme qui s'appelle Sabrina Medjaber, qui se prétend sociologue, mais qui est très très violente par rapport aux nôtres. Alors elle, c'est l'obsession. Hein. Anti-arabe, anti-musulman, anti-cité, hein, tout y est. En sociologie, ça n'existe pas. Quand on est sociologue, on ne prend pas de position. On fait une analyse de situation et on donne des conclusions qui sont objectives. Là, ce n'est pas le cas. On est dans une posture de propagande parce qu'elle n'est pas sociologue, tout simplement. Mais par contre, elle est payée pour ça d'ailleurs, comme les autres, elle permet de pouvoir donner un prisme violent tout en disant c'est une arabe qui le dit, donc c'est bon. Bon, ce n'est pas tout à fait exact, mais évidemment, il y a aussi des fascistes arabes. Ça arrive, malheureusement. C'est minoritaire, mais ça arrive. Donc ça pour dire que l'information aujourd'hui est traitée par des milliardaires dans un but très précis, c'est de garantir effectivement leur domination économique, parce que ce milliardaire, quand il vous montre le pauvre ou l'arabe ou le noir, en disant c'est eux les problèmes, les gens ne voient pas le vrai problème, à savoir la répartition des richesses qui n'est pas faite, des milliardaires de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres, et le bouc émissaire qui, lui, n'a rien à voir là-dedans. Donc c'est une façon un petit peu d'amplifier un phénomène, de créer des conditions de la peur. On va appeler ça, c'est un phénomène très connu, hein, de créer avec le bouc émissaire l'idée de se dire il y a une peur, attention, les abîmes arrivent, on est au bord du précipice et la solution existe. Et cette solution, c'est l'extrême droite. Donc le fait de dire que l'extrême droite est une solution, ça leur donne la possibilité de pouvoir orienter le débat politique et éventuellement faire monter à la tête de l'État leur poulet d'extrême droite. Là par contre, il y a un écho. Je n'arrive pas à comprendre cette volonté, persistance aussi, cette volonté persistante d'alimenter les tensions sociales, raciales. Est-ce que c'est un programme politique, idéologique, etc. On a vu, par exemple, avec la guerre contre Gaza, on a vu le discours de normalisation de génocide, des crimes commis contre la population de Gaza. On a vu, par exemple, le discours anti-Algérie avec la situation de l'intellectuel, entre les guillemets, votre co-citoyen Boualem Sansal. On a vu avec le maire de Saint-Denis qui a été notre invité, on voit avec Mélenchon, on voit parfois avec Dominique de Villepin et tout. Est-ce que c'est un programme, derrière tout ça, est-ce qu'il cache un programme politique, économique, idéologique? Et on évoque aussi, plusieurs observateurs évoquent aussi ce lien déclaré et non déclaré, implicite et explicite parfois avec ces plateaux et les rouages du pouvoir en France aujourd'hui. Alors oui, tout à fait. On a effectivement, je vais prendre tous les thèmes qui ont été donnés à l'instant. Donc Bolloré a une particularité, c'est qu'il est, n'oublions jamais, breton, catholique, pratiquant, que je qualifierais de catholique intégriste, qui a un prisme très croisade. Il est vraiment dans une croisade. Alors on ne peut pas de croisade parce qu'il y en a 8 dans l'histoire depuis Urbain II, 8 échecs. Cette 9e croisade, c'est Israël, c'est la Palestine occupée. C'est l'idée de se dire, nous devons soutenir bec et ongle, même si on peut être antisémite, c'est pas grave. On va soutenir bec et ongle d'Israël contre ces Arabes. Parce que les croisés déjà voyaient des Arabes, ils ne voyaient pas des chrétiens en Orient, ils voyaient des Arabes. C'est pour ça qu'ils ont massacré des chrétiens en Orient, parce que dans leur tête, le chrétien arabe n'existe pas. Le christianisme étant l'idée selon laquelle ce serait européen, romain, ce christianisme triomphant qui a su stopper l'avancée des musulmans, et qui a su les contrer sur leur territoire et les conquérir, eh bien Bolloré a cette logique-là. Le problème de la contre-conquête, et on va en parler, c'est effectivement les guerres de décolonisation, dont l'Algérie. Donc tout a un lien. L'idée colonialiste catholique, parce que tout le monde pense que c'est la gauche qui a conquis l'Algérie, c'est faux, c'est pas la gauche, c'est la droite. Parce que le royaume de France était de la droite, c'est pas la gauche. Tout ce qui est conservatisme, ce qui est religieux, est de droite, qu'on le veuille ou non. Et donc l'idée que cette droite catholique, maurassienne, on peut le dire, parce que Maurras c'est un peu la régence du royaume de France, de se dire
On doit prendre notre revanche sur nos défaites parce que nous étions un immense royaume et on s'est rapetissé parce qu'un royaume a pour vocation de devenir puissant et dominant. Eh bien, cette idée est restée dans l'inconscient collectif de certains droitards comme ça ou d'extrême droite. Bolloré en fait partie. Alors, la question de dire que comment se fait-il, par exemple, qu'on alimente la tension sociale en France en pointant du doigt l'immigration ? Simplement parce que l'immigration est quelque chose de très confortable. D'abord, c'est faible. On n'est pas près de 10% de la population identifiable tout de suite. Il y a les couleurs, le nom, la religion. Ensuite, parce qu'on peut taper sur l'immigré en mettant en exergue deux, trois dérives qui peuvent arriver comme partout dans toutes les sociétés et les violences. Je rappelle qu'il y a 900 morts par an par balle. Il y a 900 morts criminels par an en France, mais qui vont tous vous trouver le fait divers fait par un immigré pour caractériser ces 1000 morts par an. C'est ça l'idée. On met l'arabe ou le noir qui ont fait un truc horrible et ça arrive, comme dans toutes les sociétés. Et on dit, mais ceux-là sont par essence, on essentialise, par essence, ils sont violents. Donc méfiez-vous d'eux, ils sont violents. La solution, c'est l'extrême droite, on l'a compris. La solution, c'est stop à l'immigration et éventuellement remigration, faire partir des gens nés en France dans leur pays d'origine comme s'ils migraient sur une terre qu'ils connaissaient bien. Et la solution, c'est surtout de s'opposer frontalement à l'extrême gauche. Alors, l'extrême gauche, c'est la gauche en réalité, c'est pas l'extrême gauche, parce que Mélenchon n'est pas extrême gauche. Et donc, la question de l'Algérie comme bouc émissaire, c'est pas anodin. N'oublions jamais que la France a 200 ans de défaites cumulées et que la dernière défaite militaire française, c'est l'Algérie. Donc, ça se vit très mal parce que l'Algérie était confortable. Le niveau de vie des Français était très élevé parce que l'argent généré par l'Algérie, c'était gratuit, quoi. Ça tombait du ciel. Donc, on pouvait garantir un très haut niveau de vie pour la France parce que l'Algérie payait et compensait les déficits. Quand ils ont perdu leur colonie, et ils les perdent de plus en plus aujourd'hui, eh bien les déficits se creusent, parce que les richesses générées automatiquement disparaissent. Et donc, on tape sur l'Algérie parce qu'il y a à la fois l'identification du dernier territoire sur lequel la France a perdu, c'est une humiliation pour elle, on l'a compris pour certains, du moins pas pour tous. Ensuite, on tape sur l'Algérie en utilisant des leviers grossiers, l'immigration, les OQTF, comme si c'était une insulte, obligation de quitter le territoire, comme si quelqu'un était en situation d'illégalité. Il est juste en situation de fin de droit, c'est pas pareil. On tape et on utilise des activistes d'extrême droite comme Sansal, que je qualifierais pas, puisque c'est plus le cas aujourd'hui, de compatriote, puisqu'il a perdu sa nationalité algérienne, tant mieux, mais il a retrouvé une nationalité française. Manifestement, ça ne lui a pas suffi, parce qu'il vient de cracher sur la France. Mais Sansal n'est pas un compatriote. Sansal est un homme qui est opportuniste, qui voulait de l'argent, la notoriété, et qui, effectivement, a craché littéralement sur son pays. On utilise des agents comme cela pour justifier d'une offensive violente vis-à-vis de l'Algérie. Ensuite, on tape sur les Noirs, évidemment, on l'a vu avec l'élection du maire de Sani et d'autres, d'ailleurs, il n'est pas le seul, où il y a une percée extraordinaire des gens, des quartiers qui enfin prennent leur destin en main et sont les plus à même de le faire. Alors, quand on dit les gens des quartiers, ça ne veut pas dire des Noirs ou des Arabes, ça veut dire des gens socialement bas, majoritairement, il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes, c'est vrai, mais il n'y a pas que, et qui se prennent en main pour pouvoir enfin gérer leur propre quartier, les propres dionnées de la ville, et réduire la misère. C'est une chose très positive. On reprochait aux gens de ne pas s'impliquer en politique, maintenant ils le font, et parce qu'ils le font, on leur reproche à nouveau. Donc on leur reproche tout le temps de ne pas faire ce qui correspondrait au desiderata de l'extrême droite. Et puis on attaque effectivement Mélenchon comme une sorte de nouveau bolchevique des années 30. C'est-à-dire que les années 30, les communistes, c'était la pire calamité, c'était le danger à bord, attention, le monde va s'effondrer. Et on présente Mélenchon, un ancien du Parti socialiste quand même, il faut le rappeler, comme un danger communiste, bolchevique, islamo-gauchiste, un concept complètement délirant d'ailleurs, simplement pour essayer de créer des peurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise économique aiguë qui continue à s'accentuer, parce que les riches veulent rester riches, ils ne sont pas bêtes, ils ne vont pas commencer à se faire imposer, parce que la redistribution des richesses se fait de moins en moins bien, parce qu'on sait qu'en plus, avec l'arrivée des intelligences artificielles, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, il y a un transfert de compétences qui va être fait massivement, qui va impacter durablement, et parce qu'on sait que de toute façon, le pays surendetté ne peut pas faire face à ces dettes. Donc le meilleur moyen de faire oublier l'incurie, l'incapacité des politiques et des milliardaires de trouver des solutions économiques viables pour que le pays aille mieux, c'est de montrer le petit noir, le petit arabe, le danger de l'étranger, toutes ces idioties. Je rappelle que les Noirs et les Arabes n'ont pas de lobby pour les défendre à l'Assemblée nationale, que les Noirs et les Arabes n'ont pas de lobby pour les défendre au niveau institutionnel, au niveau des juges, au niveau des différentes grandes confréries qui existent en France, les anciennes écoles de commerce ou la franc-maçonnerie, ou encore les confréries politiques, où j'en passe. Tout ça n'existe pas. Donc c'est très facile de leur taper dessus parce qu'on sait qu'il n'y a rien à craindre. C'est facile. Et ça rappelle là aussi, encore une fois, je dis que l'histoire bégaye, les années 30, quand les Juifs en Allemagne, qui représentaient à peu près 1% de la population, 600 000 qu'ils étaient, ont été violentés, massacrés, c'est parce qu'il n'y avait personne pour les protéger.
Ça restait une communauté visible, hein. Ils avaient une pratique, une communauté minoritaire, et ceux qui n'étaient pas visibles, on les obligeait de porter le nom d'Israël, pour être sûr de bien les rendre visibles. Eh bien, on leur donnait tous les mots de la terre, parce que, soi-disant, ils étaient à l'origine de Wall Street d'un côté et des communistes de l'autre, enfin, du bolchevisme. Donc tout ça pour dire qu'à chaque fois, on montre du doigt des minorités qui ont peu de pouvoir, qui n'ont pas les moyens de se défendre, pour ne pas montrer les vraies problématiques. La problématique en France, c'est une crise économique aiguë, c'est un endettement abyssal, c'est une incapacité de réindustrialiser, et c'est des politiques qui ne répondent pas aux attentes de la population. Et tout cela crée des conditions effectivement favorables à la montée de l'extrême droite, mais surtout favorables à la montée de milliardaires qui vont montrer du doigt l'extrême droite, enfin les immigrés, comme Sterrin. Sterrin est un nouvel acteur d'extrême droite catho-intégriste qui lui aussi a des groupes de presse, est devenu très puissant et va, comme Bolloré, utiliser les mêmes méthodes, orienter les mêmes débats pour taper sur les immigrés et les pauvres, enfin, les immigrés, uniquement pour satisfaire ses lubies. Ça veut dire, je comprends que tu reconnais, Gamel, ce lien d'instrumentalisation, de parrainage entre le pouvoir actuel et cette idéologie médiatique, cette idéologie de travail médiatique. Alors tout à fait, parce qu'il y a une réalité. Là, il y a un écho. Voilà, donc il y a une réalité. On a des politiques qui ont été incapables en 40 ans de non seulement maintenir les entreprises, mais d'arrêter la désindustrialisation. Pourquoi ? Parce que, moi je me rappelle les années 80, on nous vendait qu'il fallait être dans le tertiaire. La France devait être un grand pays de tertiaire. Tertiaire, c'est les bureautiques, informatique, administration et comptabilité et autres métiers de ce qu'on appelle les tertiaires, de bureau. Et donc, il fallait que tous les Français deviennent des comptables quasiment ou des agents de bureau. Ça, c'est le rêve mitterrandien où vous voulez faire monter le niveau social, soi-disant. On se dit, l'ouvrier deviendra un employé de bureau et c'est très bien. Le problème, c'est que la limite est trouvée très rapidement. On s'est retrouvé en surproduction de métiers comme secrétariat, comptabilité, gestion et autres. Et on s'est retrouvé en sous-effectif dans les métiers, les vrais métiers manuels, les vrais métiers industriels, pour lesquels d'ailleurs les socialistes à l'époque disaient la France ne veut plus d'industrie polluante, donc on va s'en débarrasser. Donc on a sacrifié les hauts fourneaux, donc la création de métaux en France, on a sacrifié les chantiers navals, on a sacrifié tous les métiers d'extraction minière, tout ce qui était mine du Nord et tout ça, on a sacrifié tous ces métiers générateurs de beaucoup d'emplois, parce qu'il faut beaucoup de travailleurs pour pouvoir assurer ce genre de métier, au profit la possibilité de pouvoir déporter la création de ces métiers, de ces richesses à l'extérieur, c'est moins cher, en Inde par exemple, et on a voulu créer massivement des emplois de bureau. Sauf que les emplois de bureau ont une limite, je le dis, en quantité de travailleurs, et puis en plus avec l'informatisation, ces employés de bureau sont devenus de moins en moins nombreux, de moins en moins essentiels. Quand on a fait croire ça aux Français, on leur donnait l'impression qu'il y avait une montée sociale. C'est bien, vous êtes dans un bureau, vous n'êtes plus dans une mine. Quelque part, c'est vrai, mais en même temps, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'accéder à un certain niveau scolaire pour pouvoir devenir un employé de bureau, clairement. Ensuite, parce que l'État ne peut pas absorber 50% du budget de l'État, c'est les emplois de la fonction publique, ne peut pas absorber plus que ce qui est nécessaire. Et donc, on s'est retrouvé coincé avec en plus des déficits publics chroniques, donc l'impossibilité de pouvoir recruter encore plus d'emplois, en termes de fonctionnariat, je veux dire. Et à partir de là, destruction du tissu industriel lourd, des grosses industries lourdes extractives, de transformation, destruction des industries type tout ce qui est industrie navale, je disais, mais pas seulement, motorisation et autres, tout ce qui est secteur automobile, et création massive de richesses à l'étranger et pas à l'intérieur du pays. Ça, c'est un choix politique qui a été fait. C'est pas du tout un accident, c'est voulu. Les Allemands n'ont pas choisi ça. Les Allemands ont capté sur autre chose. Ils ont dit on va garder nos géants industriels. On ne va pas concentrer toutes nos sociétés automobiles, par exemple. Ils ont encore une dizaine de constructeurs très puissants. On va travailler dans l'excellence, sur l'excellence. On va devenir de grands exportateurs. Ils exportent 1800 milliards par an d'excédents commerciaux. C'est considérable, l'Allemagne. Donc, l'Allemagne est un pays très riche. On va s'ouvrir à l'Est pour augmenter notre parc de production industrielle tout en conservant nos industries à l'intérieur du pays. Et on va conserver ce qu'on appelle les tissus intermédiaires de création de richesse, donc les entreprises intermédiaires, qui sont entre les grosses sociétés industrielles lourdes et les petits équipementiers. Et donc, tous ces grands tissus industriels est essentiellement tenu par des familles industrielles. C'est-à-dire que c'est des petites familles comme ça qui fabriquent des produits intermédiaires qui valent beaucoup d'argent, qui sont très rentables et qui sont vendus à travers le monde avec une expertise allemande reconnue. Ça, les Français l'ont sacrifié au profit de quoi ? D'emplois, de bureaux, de fonctionnaires, de gens du tertiaire. Donc, la création de richesse est réduite. La création d'extraction s'est réduite, voire annulée. La création, effectivement, d'emplois faciles à occuper a disparu.
la massification du chômage est arrivée, l'exportation s'est réduite, tout ça, ça crée des conditions de déficit chronique qui fait que l'État français est devenu déficitaire de façon, ça fait 40 ans que ça dure, qu'il passe son temps à emprunter de l'argent pour pouvoir combler ses trous, le budget de l'État n'est pas équilibré, et qu'il ne crée pas de richesse. Pourquoi ? Parce que quand on s'endette pour investir, c'est positif. Là, c'est pas ce qui se passe. L'État français s'endette pour payer ses dettes. C'est pire que tout. Et donc tout ça a fait que l'Allemagne est devenue une grande puissance, la France est en déclin, qu'il y a deux grandes puissances industrielles en Europe que sont l'Allemagne et l'Italie. L'Italie a su aussi gérer en 40 ans la politique de réindustrialisation, de maintien de l'industrie. Et aucun président aujourd'hui n'est en mesure de réindustrialiser le pays. Macron avait dit en 2022, après le Covid, on va créer les industries en France. Il a fait une société de batteries électriques. Ok, super. Mais c'est pas sérieux. Le vrai travail qui aurait dû être fait, en prenant le plan chinois, par exemple, des zones économiques spéciales, c'est les industries de masse dans des zones franches qui ne payent pas d'impôts, qui ne payent pas de charges. Ça, les politiques n'en sont pas capables. Ça aurait duré 5 ans, 10 ans, mais au moins, ils auraient des sociétés qui créent de l'emploi. Aujourd'hui, le pays est en panne. Les politiques sont les incompétents, on le sait. Et il se trouve que ceux qui les relaient, ceux qui les valident, ça les arrange quelque part. Ceux qui aiment la crise, ceux qui aiment les conflits de basse intensité, je parle de la banlieue par exemple, ce sont les milliardaires d'extrême droite parce qu'ils ont quoi comme agenda ? Ils disent, nous, la gauche, ça ne nous intéresse pas. Le libéralisme à la Macron, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons un type de droite, et d'extrême droite surtout, dur, qui sera dur avec l'immigration, ça nous arrange, mais pas seulement, qui sera super sympa avec nous, parce que l'extrême droite adore les capitaines d'industrie, adore les milliardaires, adore le capital, déteste l'État. L'extrême droite a un principe fondamental que les gens ne comprennent pas, c'est qu'elle veut moins d'État, moins de social, moins de soutien, moins d'hôpitaux publics, moins d'écoles publiques. Tout ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils veulent tout privatiser, comme le modèle américain, qui est une catastrophe, dans le but, effectivement, de faire des économies et dans le but que le marché puisse être satisfait. Or, les marchés financiers, les milliardaires, tout ça, tous ces gens savent parfaitement que l'extrême droite, pour eux, est un Eldorado. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a laissé un pouvoir surdimensionné à des agents de l'extrême droite, comme je parle de Bolloré ou je parle de Drey à l'époque, qui ont boosté à fond l'idéologie et qui ont finalement mis le pays dans des conditions de tension permanente sur un plan psychologique. Dans les faits, c'est pas le cas. Pour créer effectivement des conditions de conflit larvé. C'est pas un conflit ouvert. Donc, il faut faire très attention à ça. Je pense réellement que, comme dans les années 30, où l'extrême droite était adorée par les milliardaires, on le sait, Ford allait tout le temps là-bas récupérer ses primes, parce qu'effectivement, c'est un Eldorado pour les milliardaires, l'extrême droite. On le voit bien avec l'arrivée de certains milliardaires aujourd'hui aux commandes, comme aux États-Unis, où vraiment ils mettent le paquet sur l'idée qu'il faille faire travailler les entreprises américaines d'abord, et puis le peuple, on s'en occupe pas, on l'enverra à la ICE, par exemple, on va dégager les étrangers. C'est vraiment le plan de Trump qu'ils veulent appliquer. Eh bien, on a ça en France. Et la bonne nouvelle, je la donne quand même, parce que ça, c'est un tableau très noir que je suis en train de dresser. La bonne nouvelle, c'est que l'échec est consommé pour l'extrême droite. D'abord parce qu'elle a montré que c'était des voleurs. L'affaire Le Pen qui poursuivit pour un détournement de 4 millions et demi d'euros au Parlement européen, soi-disant anti-européens, c'est un échec. Les Français n'ont pas compris. Leur contre-performance aux élections locales est un échec. Ils ont remporté 60 villes, mais 60 villes sur 36 000 communes. C'est une goutte d'eau. À part Nice qu'ils ont obtenu, enfin traditionnellement Nice n'a jamais été à gauche. Et puis surtout l'extrême droite, c'est un échec dans la mesure où deux agents d'extrême droite, je parle évidemment de Bardella et avant lui de Knafo qui s'est aussi planté à Paris, ont été à TF1, sur TF1 qui est une chaîne de droite classique, et dès ils ont pris la parole, 700 000 téléspectateurs en moins, immédiatement, mécaniquement, il y a eu un rejet immédiat. Ce qui veut dire que l'extrême droite a un ancrage en France important, la peur a obtenu ça, mais qu'elle recule, et je veux même encore plus loin. La chute du trafic sur CNews qui cumulait à 9 millions de téléspectateurs par jour est un indicateur intéressant de la vacuité de leurs idées, on le savait déjà, mais surtout, c'est un indicateur de l'échec de l'extrême droite. Et pour finir, puisqu'on parlait de l'Algérie, l'obsession anti-algérienne est tellement forte qu'ils ont même voulu faire croire que l'Algérie est un pays anti-chrétien, ce qui est ridicule. Quand on y va, on sait très bien que c'est totalement faux. Et moi, qui suis allé plusieurs fois à une cathédrale, celle de Notre-Dame d'Alger, qui est sur les hauteurs de Bab el-Oued, et puis j'ai été à Oran avec je ne me rappelle jamais son nom, cette église qui est magnifique, et qui se trouve sur les hauteurs aussi pareil, sur les hauteurs de Oran. Quand vous allez les voir, elles ont été restaurées par l'État algérien. Que les chrétiens sont très bien traités là-bas, au contraire, on les trouve sympathiques et tout, ce qui est normal, puisqu'ils sont sympathiques, et que le culte chrétien est respecté par la religion musulmane. Donc tous ces éléments font que Santa Cruz, pour Oran, elle s'appelle Santa Cruz. Donc tous ces éléments font que ça a invalidé la thèse d'extrême droite qui se sont trouvés, je parle sur CNews par exemple, vraiment en grande difficulté à pouvoir expliquer que le pape puisse faire un voyage en inaugurant ce voyage en Afrique, en passant par l'Algérie, pour rendre hommage à Saint-Augustin qui est le pape, entre guillemets, le number one des papes de la chrétienté romaine, puisque c'est le pape philosophe
qui a réformé effectivement le catholicisme et qui a brillé littéralement. C'est un des plus grands penseurs et intellectuels du monde chrétien qui a brillé sur l'Occident et qui a su réformer l'idée et l'approche de l'Occident par rapport à la science. Donc tout ça a fait que le nouveau pape a considéré qu'il fallait absolument qu'il y ait en Algérie à la fois pour aller rendre hommage aux martyrs, c'est quand même fort comme image, pour aller à la grande mosquée d'Alger qui est magnifique, et surtout pour aller se recueillir sur le lieu de naissance et la tombe de Saint-Augustin. J'aimerais bien clôturer notre rencontre en se posant une question. Comment restaurer la confiance du public envers les médias et quel rôle peuvent jouer les citoyens des sociétés civiles dans la défense d'une information de qualité avec l'absence des pouvoirs des institutions de régularisation et de contrôle d'orientation? Alors, il faudrait déjà faire une chose, c'est qu'il y a des pays, par exemple comme la Belgique, qui ont créé ce qu'on appelle un cordon sanitaire. Qu'est-ce que le cordon sanitaire? Interdiction formelle à l'extrême droite de s'exprimer dans les médias de masse. Parce que la Belgique a compris que ce qui donnait la réussite de l'extrême droite, c'est deux éléments, deux moteurs essentiels. Premier moteur, crise économique. Dès que ça ne va pas, on cherche un bouc émissaire, on cherche le problème. À l'époque, c'était les immigrés mangeaient le pain des Français, en 70. Aujourd'hui, c'est terrorisme, islamisme, délinquance, banlieue, enfin toutes ces caricatures. C'est très réducteur. Ensuite, donc le premier canal, c'est le canal de diffusion de l'information. Empêcher l'extrême droite d'avoir des canaux de diffusion aussi massifs. Second élément, donc c'est ce cordon sanitaire. Deuxième élément, c'est le fait de lutter contre la crise économique et le fait d'avoir des acteurs issus d'immigration qui gèrent des villes et dont les résultats soient performants, qu'ils montrent qu'ils non seulement ne sont pas des radicaux, contrairement à ce qui est dit, mais surtout que le bien-être apporté à ces banlieues, en l'occurrence, ou ces villes, est pour tous. Parce qu'il faut expliquer. Il ne faut pas dire qu'on est gentil ou qu'on est les meilleurs. Ça, je suis contre ça. C'est une façon de dire quelque part, on a peut-être eu tort et on doit montrer qu'on n'a pas de blanche. Non, ça, c'est pas sérieux. Il faut juste avoir un comportement exemplaire dans la mesure où l'exemplarité citoyenne. Rappeler que la citoyenneté est une chose qui est égale pour tous et rappeler que la conjugaison des talents, quelle que soit leur couleur d'ailleurs, obtient des résultats extraordinaires. Je vais même encore plus loin. Moi, j'avais écrit un texte avec Sami Boumengel, le fils d'Ali Boumengel, dans lequel j'interpellais l'État français, le gouvernement et les députés, en leur disant vous devriez faire un effort de réconciliation, en demandant pardon évidemment à l'Algérie, pour obtenir de l'Algérie qu'elle vous accorde ce pardon, ce qui serait quand même pas extraordinaire, et qu'à partir de là, vous pourriez envisager en co-développement avec l'Algérie un partenariat stratégique pour pouvoir créer de la richesse qui s'étendrait sur l'Afrique du Nord et sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Allemagne l'a fait avec les pays qu'elle a conquis à l'Est à l'époque. Elle a massacré quand même la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie. Enfin, tous ces pays-là ont subi lourdement l'impact de l'invasion allemande coloniale dans les années 40. Et qu'après cela, à 89, réunification de l'Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands ont dit pardon aux pays de l'Est, on va travailler en bonne intelligence avec vous. Et quand on dit ça, on a des résultats intéressants. Les gens vont se dire, s'ils veulent bien travailler avec nous, c'est qu'ils veulent un partage de richesses, un partage de compétences, un partage d'intelligence, tout le monde en profite et ça va bien. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en France, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont en grande difficulté. Or, si on ouvre un marché, si elles doublent leur production avec l'Afrique du Nord par exemple, et on ouvre un marché africain, non seulement leurs difficultés se réduisent, mais ça profite aussi aux Nord-Africains, qui vont aussi créer de l'emploi par la même, avec des compétences qui vont être partagées, avec une amélioration peut-être des compétences, avec une augmentation de la chaîne de valeur. Tous ces éléments-là sont essentiels. Mais pour obtenir effectivement des conditions meilleures pour sortir des pièges grossiers de l'extrême droite qui racontent toujours n'importe quoi, parce que c'est des caricatures. S'ils ne sont pas au pouvoir, c'est le déluge. C'est toujours le même discours de l'extrême droite. C'est des déclinistes, c'est des gens qui ont un discours très négatif, qui sont très alarmistes. Bref, c'est l'horreur totale. Et là, il faut lutter contre ce discours en disant voilà, nous on apporte du positif. Quand vous avez des pays comme ça qui sont en pleine croissance, et on l'observe la croissance en Afrique du Nord, et qu'en France, il n'y a pas de croissance, c'est la crise économique, il faut se poser les bonnes questions. Donc je pense que cette conjugaison de talent, de valeurs, de qualité, même sur des fascistes, finalement, va les impacter. Ils vont dire, notre intérêt, c'est quand même ça, quelque part, on va se calmer. Or, si on continue à avoir un bras de fer, comme des chaînes un petit peu de propagande ridicule, et si l'État, là maintenant je parle du rôle de l'État, ne régule pas, comme CNews par exemple, moi CNews, j'y travaillais, j'ai dit un truc sur la Palestine, ils m'ont foutu dehors. On est capable d'accepter la contradictoire. C'est vraiment une chaîne de... Là, il parle beaucoup des bolcheviks et de la Pravda et des communistes, mais c'est du communisme à l'envers. Je veux dire, c'est un seul pouvoir, une seule idéologie, pas de débat possible. Et de toute façon, ils sont très nuls en débat, donc en général, on les atomise. Et ils sont incapables d'apporter un bien-être pour tous. Le problème d'une chaîne comme CNews, c'est une chaîne anxiogène. C'est une chaîne qui n'apporte que des mauvaises nouvelles,
qui ne montrent rien de bon, parce qu'ils n'ont rien de bon à montrer, parce que dans leur idéologie, il faut montrer que c'est le déluge qui arrive, au secours, Bardella, Le Pen, l'extrême droite. Merci infiniment, Gamel Albina, pour cet échange. J'espère vous retrouver prochainement autour des autres thématiques. Je vous donne rendez-vous prochainement. Merci et bonne continuation. Merci aussi. Gamel, et à bientôt. J'aimerais bien profiter de votre présence, puisque tu es parmi les organisateurs de flottille internationale, parmi les personnalités qui ont soutenu, qui ont mis en contact, à travers tes contacts dans le monde entier. Comment tu vois, Gamel, l'agression israélienne contre les participants et les participantes à la flottille? Alors, la problématique par rapport à la flottille, c'est que malheureusement, on a souvent entendu l'ONU s'insurger, quelques pays mollement condamnés, mais l'entité a toujours eu la même méthode, la force qui prévaut. Elle a toujours été agressive. J'ai oublié que ce n'est pas un pays qui est gentil, qui a des principes humains. C'est un pays qui a toujours été une posture très agressive, dominante et raciste. J'en veux pour preuve le passé. On parle de la guerre de 48, des guerres avant, on n'en parle pas des attaques des sionistes récurrentes sur les Palestiniens. Mais en 48, il y a une guerre des pays arabes faiblement équipés face à Israël et l'Angleterre. L'Angleterre est à la manœuvre aussi. Donc, première guerre, 48. Ensuite, à nouveau, une guerre, 56, avec la France et l'Angleterre. Toujours là, qui agresse l'Égypte. Ensuite, 67, à nouveau une guerre. L'Égypte est attaquée, soi-disant, de façon préventive. Donc, c'est toujours pareil. À chaque fois, Israël va attaquer, soi-disant, préventivement. La seule fois où les Arabes finissent par agir, 173, où pour la première fois, ils attaquent même. Après, à nouveau, l'agression israélienne, 82 au Liban, 2000 au Liban, 2006 au Liban, 2014 à Gaza, 2016 à Gaza, et tous les 2 ans, il y a à peu près un conflit. Là, c'est la première fois qu'on a fait un conflit qui dure depuis plus de 3 ans. Ils n'ont jamais tenu aussi longtemps. Le maximum, c'est 1 an de guerre. Donc, c'est en train de les épuiser, mais en même temps, des flottilles pacifiques, ils s'en fichent complètement. On se souvient du Nevi Marmara, le bateau turc où ils ont assassiné une dizaine de personnes. On avait manifesté à l'époque. Le monde entier ne s'est pas ému de ça. Ça va passer. Parce qu'on part du principe que cette puissance militaire, soutenue par l'Amérique, est légitime, même si elle attend. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette flottille? Je vais appeler une première flottille, on avait co-organisé ça avec des acteurs suisses, français. Et on a parlé dans les médias, effectivement, on a soutenu forcément, en espérant peut-être qu'un miracle se produise. On s'est dit peut-être qu'en envoyant des bateaux du monde entier, il y avait une 50aine de bateaux, et bien les forces barbares n'allaient pas les intercepter. Ils ont tous été interceptés, ils n'ont pas été. Il n'y a pas eu de violence particulière, il n'y a pas extrême, mais ils ont tous attrapés, tous mis en prison, tous maltraités, bousculés pour reconnaître la musique. Donc toutes ces flottilles citoyennes sont extraordinaires parce qu'elles démontrent que les peuples du monde entier ont pris conscience de la barbarie sioniste. Le problème des sionistes, c'est qu'ils ne mettent jamais en question. Ils ne comprennent qu'une seule chose, comme en 73, c'est le rapport de force. S'ils voient que le bateau coule, à ce moment-là, ils négocient. Tant qu'ils écraseront les Arabes et les musulmans de la région, ils considéreront qu'ils pourront continuer éternellement. Là, il faut bien qu'il y ait un changement de paradigme. On voit qu'il y a un rapport qui se réduit. On voit que ces flottilles ont le courage d'y aller, je les en félicite, mais ça ne suffira pas. C'est bien, c'est essentiel, et ça pour moi c'est courageux, comme Marche to Gaza qui avait été fait en Égypte, mais malheureusement les pays alentours sont trop faibles pour réagir, le monde entier est trop lâche pour condamner Israël, et les pays arabes, les rares pays arabes qui font partie du Front du Refus aujourd'hui, sont dans l'attente parce qu'ils voient un Trump très très énervé, très violent, qui pourrait à tout moment faire n'importe quoi, donc ils se méfient. Donc pour l'instant, il y a un changement de rapport de force. Ça va évoluer parce que l'échec israélien est total. On voit bien ce qui se passe sous Liban, ils sont incapables de battre le Hezbollah. Mais c'est vrai que cette barbarie chronique de leur part, aujourd'hui, est visible aux yeux de tous. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la vie, se fichent complètement. Il n'y a que qui les intéresse. Manifestement, cette logique de guerre permanente finira par aboutir à un échec de leur côté. Merci infiniment, Gamel Albina, et à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.